vu que vous nous avez enregistré tout à l'heure, je parlais de chatons. Vous savez ce que c'est des chatons ? Parce que si les gens ils écoutent sans savoir vraiment ce que c'est, ça peut être très drôle. Les gens vont s'imaginer des petits chatons. Donc les chatons en bijouterie joaillerie, c'est une petite structure avec plus ou moins des petites griffes. Ça va servir en fait à sertir des pierres. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire, des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. Dans une petite rue parisienne, à quelques mètres de la fameuse place Vendôme, les jeunes joailliers de l'atelier de l'objet façonnent bagues, bracelets ou montres sertis de diamants, rubis et autres émeraudes des grandes maisons, leurs voisines. Louise Arnaud, la petite vingtaine, valse d'établi en établi, pleine d'idées et d'étincelles dans les yeux. Être joaillère, un métier qui la fait briller. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Marjorie pour Louise Arnaud. Oui, un instant, je vous prie. Bonjour Marjorie, bienvenue à l'atelier de l'objet. Merci. Vous m'emmenez à votre atelier ? C'est bruyant ici. Oui, je vous emmène, venez, suivez-moi. Notre patron est au rendez-vous, je vous le présenterai plus tard. Là, c'est la grande salle dans laquelle je travaille, avec une petite équipe, on est 10 ici. Ah oui, vous êtes nombreux quand même. En tout, on est à peu près maintenant 25-30 dans l'entreprise. Et parmi les 12, là, vous êtes tous joailliers ? Oui, on est tous joailliers. Un joaillier bijoutier, on va dire, ça va être celui qui va travailler le métal. Donc le métal, dans un bijou, c'est le support qui sert à faire tenir les pierres. C'est la différence entre un bijoutier et un joaillier. Un bijou, surtout, on va dire que on voit du métal et ça va mettre en valeur quelques pierres. Un bijou de joaillerie, les pierres vont être vraiment visibles uniquement. On va vraiment, le métal va servir de support, en fait, si vous voulez. Mais il y a quand même une structure sous ces bijoux. On voit que des pierres, ça brille, c'est beau, c'est plein de couleurs. C'est notre métier à nous, de pouvoir faire tenir cette structure par du métal. Il y a plein de techniques pour en arriver là. On travaille aussi bien, pas que le métal directement, c'est souvent ce que les gens s'imaginent. On n'a pas des lingots d'or dans les mains, ça c'est un mythe ou peut-être, mais pas pour nous en tout cas. On travaille beaucoup la cire pour en arriver là. Donc on va fondre notre volume en cire, qui va ensuite être fondu donc dans le métal qu'on voudra, or, argent, platine, ce que vous voulez. Je travaille à l'atelier de l'objet maintenant depuis 7 ans environ. Suite à ma formation, j'ai fait 2 ans de CAP en bijouterie, joaillerie et 2 ans de BMA. J'ai fait 4 ans d'études en tout. Et suite à ça, j'avais 19 ans et j'ai commencé à travailler par chance ici. Voilà, moi j'ai fait une dernière année de BMA, j'ai passé un concours. Le BMA, c'est le brevet d'études d'art et c'était le concours L'Enfant, organisé par l'école de la rue du Louvre. On avait, je sais plus, une quantité d'heures. En gros, ça correspondait à une année de travail pour réaliser une pièce dont on avait le dessin, il fallait la réaliser telle quelle. Et j'ai participé à ce concours, j'ai vraiment appris énormément de choses, c'était hyper intéressant. Et il a fallu la présenter devant un jury. Et dans ce jury, il y avait qui ? Monsieur Stéphane Bondu, patron de l'atelier de l'objet. C'est un métier que vous vouliez faire dès le départ, après le bac, ou depuis des années, ou depuis que vous êtes toute petite ? Est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la passion ? Pour beaucoup d'entre nous, oui, c'est de la passion.
c'est qu'on est déjà très manuel. On aime sans doute, oui, les bijoux, le point commun sans doute c'est ça, mais pour ma part, on va dire que ça a commencé quand j'étais au collège. On avait donc les cours de technologie. Et j'ai appris à souder, vous savez, des circuits imprimés on a appris à faire des petites soudures à l'étain. C'est tout bête, mais ça m'a beaucoup plu. Et mon père, qui avait un petit atelier, bricolait 2-3 trucs, m'a dit, si tu veux, j'ai un fer à souder, de l'étain et des fils de cuivre. Donc j'ai commencé comme ça en fait. Et j'ai fait mes petites créations et à chaque fois, c'était des bijoux. Et donc du coup, on a cherché une école pour que je puisse m'orienter le plus tôt possible. Mes parents étaient d'accord pour que je me forme le plus tôt possible. Donc on a mis 2 ans à me trouver une école. J'ai visité plein d'écoles en France, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup ou pas ? Il y en a, vous en avez dans le sud de la France, vous en avez... J'étais hier à Aix-en-Provence, vous étiez dans une toute nouvelle école. Ah, c'est vrai. Voilà, par exemple, il y en a qui ouvrent, vous en avez d'autres qui sont là depuis plus longtemps. Moi, j'étais à Saint-Amand-Montrond, dans le Cher. Très bonne école, franchement, très réputée, je crois, de formation. Et c'est là que vous passez votre CAP. Vous êtes obligé de passer un CAP pour être joaillier ? Alors après, vous avez, ça dépend. En fait, moi, j'ai fait ma formation en CAP juste après donc la 3e. Mais vous avez des gens qui ont passé le bac. Et donc, le CAP ne se passe pas en 2 ans, mais en 1 an. Vous n'avez plus les matières en fait, principales, le français, les maths, vous n'avez plus tout ça, quoi. Et après, vous pouvez passer le BMA comme tout le monde. Juste pour revenir un petit peu en arrière, qu'est-ce qui vous est rêvé quand vous avez découvert cette soudure, etc. C'était plus justement le fait de bricoler, on va dire, au départ, bien sûr, parce que je me doute que c'est pas ce que vous faites maintenant. Non, c'est ça. Ou est-ce que c'était de vous dire, mais un jour je mettrai des pierres, je verrai des couleurs La créativité, la création, ça c'est très plaisant. Pouvoir créer ce qu'on a envie avec ce qu'on a sous la main, ça c'est magique, quoi. Et en plus de ça, c'était pas juste prendre un fil et puis comme on fait du macramé, des trucs que tout le monde peut faire. Là, l'avantage de pouvoir travailler la soudure, c'est qu'on peut se permettre des choses un peu plus élaborées. Moi, je pense que pour ma part, ça a été surtout ça, c'était le côté créatif. Et la deuxième chose, c'est que j'adore ce qui brille. Ça, je l'ai su un petit peu après. Mes parents me disent « Ah, mais c'est vrai, quand t'étais petite, t'aimais bien tout ce qui brillait. » Et j'avoue qu'on peut dire que ça se retrouve maintenant. Parce que je pensais pas du tout, si vous voulez, aussi au départ, quand j'ai commencé à faire ça, à me dire que je travaillerais là-dedans. Pour moi, c'était d'une inespéré et de deux, qu'est-ce que c'était ? J'en avais aucune idée. En fait, même quand vous êtes à l'école, vous imaginez pas pouvoir travailler ça dans un atelier comme ça tout de suite, quoi. À quelques mètres du centre du monde de la bijouterie, la place Vendôme à Paris. Je suppose qu'il y a aussi quelque chose d'assez magique là-dedans, de travailler aussi près de ce monde. Pourquoi vous avez choisi cette voie de joaillier et comment ? Je pense que moi, ce qui m'intéressait vraiment, ça a été le contact avec mes outils, la lime, le boc-fil, le métal. Le métal me parlait plus, mais en côté... il fallait assembler des éléments, venir faire des soudures, tout ça, ça me plaisait en fait. C'était ces outils-là qui me plaisaient. Le poli, faire briller une pièce, c'est bien, mais c'était que le côté de la finition de la pièce. C'est pas vraiment ce qui m'intéressait là. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était de la construire au final. De la travailler, de la construire et de la voir évoluer, parce que après, vous, c'est que le début. Après, il y a plein d'autres corps de métier qui se rapportent justement, comme je vous l'ai déjà expliqué, je continuerai à vous l'expliquer, mais là, vous avez le sertisseur qui intervient, etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment ça. C'est quoi que vous faites là ? Là, j'utilise le laser en fait, c'est pour faire des micro-soudures. Quand vous avez par exemple des pièces avec des diamants ou des pierres que vous ne pouvez pas faire chauffer par la flamme, on passe par ce système de laser qui nous permet d'avoir des soudures en fait par point chauffant au laser. Donc c'est vraiment des tout petits points de soudure. On peut aussi rajouter des petits amas de métal. Par exemple, si jamais il y a eu un cran dans un bijou, on peut rajouter la matière par petites touches sans attenter à l'ensemble de l'esthétique du bijou.
passer et par ordinateur. Vous l'en envoyez quand? Normalement, c'est demain. Ok. Bon, voilà. Comment ça, je vais mettre ma blouse, parce qu'on travaille avec des blouses. On n'est pas médecin, on n'est pas chirurgien, mais on a quand même des blouses pour pas se salir. C'est très important. Donc, je vous décris un petit peu l'atelier, un établi, ce qu'on appelle un établi où le bijoutier joaillier travaille. Donc, vous avez essentiellement la cheville, qui est ce petit morceau de bois qui sort donc de notre établi, qui nous sert à poser toutes nos petites pièces, etc., sur lesquelles on va venir se poser pour pouvoir travailler. Ensuite, vous avez donc le bac, qui est essentiel, je dirais, parce que ça nous sert à réceptionner tout ce qu'on les limailles, parce que on va limer une pièce en or, donc forcément l'or il se transforme en petites particules, ça tombe, et pour pas le perdre, comme ça coûte cher, une matière noble, on le récupère dans un bac. Donc c'est un gros bac avec un tiroir, vous voyez. S'il y a une pièce qui tombe, pour pas la perdre, ça tombe là-dedans. Hop, ensuite je vais venir utiliser donc une pièce à main. Une pièce à main avec un petit moteur, et sur cette pièce à main, au bout je peux mettre ce que je veux, des petites fraises, des petits forêts pour percer, etc. Et ça va me servir à plein de choses. Moi, là, en ce moment, je travaille sur des maquettes en cire. Là, j'ai une paire de boucles d'oreilles. Donc, vous avez la maquette qui est juste là. Alors, elle a été réalisée donc, en plastiline. C'est un premier volume qui vient des studios de la Maison Dior. Et moi, ça, il faut que je le retransforme en matière un petit peu plus dure pour pouvoir être présentée, portée physiquement. Donc là, je suis dans la sculpture de la forme des pétales. Je vais creuser, en fait, un petit peu la cire pour pouvoir lui donner la forme que j'ai envie. C'est une matière dure, c'est pas comme la cire de bougie. Voilà. Après, je fais ça sur toutes mes petites pétales. Puis après, je peux venir les assembler avec un fer à souder. Et je monte ma petite fleur. Ça prend combien de temps de faire un petit bijou comme ça? Ça, par exemple, la maquette, entre le premier modelage qu'on reçoit en plastiline, donc c'est de la pâte à modeler la plastiline, plus moi qui vais développer donc, les premières cires, etc., avec les modifications apportées par les maisons, qui sont nombreuses, ce qui est normal, parce qu'avant qu'on arrive à un travail abouti, ça se fait pas comme ça. Parce que vous avez toute une collection derrière, donc il faut que toutes les pièces se ressemblent. Vous avez, pour une maison, en fait, vous avez plein d'ateliers qui vont travailler sur différentes pièces. Il y a je sais pas combien de pièces qui sortent par an, mais ça, du coup, à la fin, pour qu'elles se ressemblent toutes, il faut pouvoir avoir toutes les pièces devant soi et faire un lien, et puis pouvoir dire, là, attendez, tel atelier a fait comme ça, il faut que là, vous fassiez pareil. Donc on recommence, on refait 2-3 modifications, une modification. On en avait à peu près pour 200 heures, par exemple. Comment on vit avec le monde là, donc de cette place Vendôme où il y a tous les grands? Quel est le rapport entre vous? Est-ce qu'ils vous commandent des bijoux? Racontez-nous un peu. Ça se passe plutôt bien, puisque effectivement, moi quand je suis arrivée, j'ai commencé à travailler pour Chaumet. Et effectivement, en fait, je me déplaçais avec Stéphane et nous allions en rendez-vous chez eux, dans leur maison, et qui est donc Place Vendôme. Et effectivement, on montait dans les bureaux, ils nous recevaient et ils nous présentaient donc les dessins que nous allons potentiellement réaliser. Donc avec ça, après, on développait nos pièces ici en atelier, on prévoit de faire un devis, et s'ils valident, on commence à réaliser des maquettes pour ensuite leur réaliser leurs pièces. Et donc du coup, le rapport est très cordial, c'est pas du tout... nous, on n'a pas le lien direct avec les clients. Enfin, pour nous, la maison, peu importe, reste une clientèle, mais on ne saura pas quelle grande star au final qui portera notre bijou, quoi. Nous, on a la satisfaction quand on regarde Instagram de voir certaines pièces sur des femmes hyper connues ou des choses comme ça, quoi. Et ça, c'est de la satisfaction. Oui, parce que on voit que c'est porté, on est content de se dire je sais pas comment l'expliquer, mais c'est incroyable de pouvoir voir qu'il est vu aux yeux de tout le monde et qu'on se dit c'est nous qui l'avons fait, quoi. Alors que personne va se poser cette question en fait, mais nous oui, nous on est contents. et le fait justement d'avoir ces allers-retours avec ces grandes maisons,
Est-ce qu'il y a beaucoup de pression ou étant donné que c'est quand même des pièces très rares, je suppose que vous faites, il doit y avoir effectivement cette pression, mais en même temps, on vous fait confiance, je suppose, non ? Complètement. Je dirais pas qu'on a une grande pression. C'est plutôt... c'est des gens, en fait, avec qui on travaille, c'est des gens comme vous et moi. Il n'y a pas du tout de différence sociale. C'est exactement ça. Enfin, moi, je vois, je travaille, je suis chef de projet pour Dior, ici à l'atelier de l'objet. Quand je vais dans les studios Dior, les filles, ça se passe très bien parce qu'on est toutes jeunes, c'est une équipe dynamique comme la nôtre. Donc du coup, on a un rapport qui est très égal et ça se passe très très bien, quoi. Après, effectivement, de temps en temps, on voit la créatrice, mais qui est Victor de Castellane, du coup, très très gentille, enfin, très bonne ambiance, quoi. Il y a de la pression dans le sens où nous avons des délais à respecter, ça c'est très important à savoir aussi, mais c'est pas ce qu'il y a de plus stressant quand on organise bien notre travail et que ça se passe dans de bonnes conditions comme ça. Mais ce monde du luxe, il a une certaine saveur, surtout pour vous qui en finalement créez pour ce monde du luxe. Nous, je vais vous dire, je crois qu'on le ressent pas tellement. Non, mais c'est vrai, hein. Quand on a des pièces comme ça, on sait que ça a un prix, on sait que ça a un coût. Je veux dire, quand je fais la facture à la fin, je dis, c'est même les pierres il y a des pierres qu'on reçoit, voilà, qui ont un certain coût. C'est vrai que on se dit, un tout petit caillou comme ça qui coûte, c'est magique, mais ça a pas, pour ma part, en tout cas, ça n'a pas un impact direct, quoi. Je pourrais jamais me le payer. On a la satisfaction de porter ce qu'on a fait juste avant de livrer, c'est rigolo. Mais... Vous l'essayez ? Ouais. Déjà d'une parce que on est obligé de savoir si ce qu'on a fait se porte bien, etc. Mais oui, en plus de ça, on se prend en photo ou pas, ou voilà, on a été content de l'avoir porté et de l'avoir testé. Puis on sait que on pourra jamais se payer ça, mais au moins on a eu le plaisir de se dire on l'a fait, c'est joli et c'est très plaisant. Vous me parliez tout à l'heure du fait que vous étiez une équipe très jeune. Mm-hmm. Est-ce que c'est un métier de plus en plus de jeunes, vous pensez ? Est-ce que parce que là, c'est vrai que franchement, la moyenne d'âge dépasse pas les 25 ans. C'est ça. Je dirais que ça, c'est parce qu'effectivement, déjà, moi, en 7 ans, j'étais là. Au départ, je sais pas, l'atelier démarré, faudrait demander à Stéphane, et je crois qu'ils étaient même pas 10. Et vous voyez, ça fait 20 ans que Stéphane a la boîte maintenant. Je crois que ils ont triplé de volume, quoi. Donc, en fait, c'est parce qu'il y a de la demande qu'on a du travail que Stéphane embauche des personnes jeunes sorties d'école, souvent, clairement, pour qu'on puisse les former, en fait. Parce que, comme je vous ai expliqué, c'est pas commun à toutes les entreprises de fonctionner comme nous. Voilà, on te donne ce dessin, il va falloir que tu réalises sur l'ordinateur, ensuite réaliser la pièce en métal, etc. Tout ça, mais c'est à nous de la développer, à nous vraiment de savoir où est-ce qu'on va et quels sont les problèmes techniques qu'on va rencontrer. C'est pas commun à toutes les entreprises de fonctionner comme ça, donc c'est important qu'on forme des jeunes pour pouvoir vraiment qu'ils se fassent la main comme nous on l'entend. Déjà, les qualités pour être bijoutier joaillier, c'est la patience et la minutie. Donc, si vous avez ces compétences-là et que vous êtes créatif, que vous aimez fabriquer des choses de vos mains, n'hésitez pas, foncez. Moi, j'ai commencé par le petit bijoutier de mon petit village, ça suffisait. Faut juste se donner les moyens. Pour exercer le métier de joaillier, retrouvez les formations sur le site savoirpourfaire.fr et rejoignez la filière Mode et Luxe.